Je m'appelle Bernard, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais pensé qu'une appendicite éclatée révélerait la vérité sur ma famille. Avant que mon appendice ne décide d'exploser et de tout changer, je menais ce qui semblait être une vie réussie à Seattle. En tant qu'ingénieur logiciel dans une entreprise technologique en pleine croissance, j'avais le genre de carrière dont mes parents pouvaient se vanter lors de leurs réunions au country club. Mon appartement surplombait le lac Union. Je conduisais une belle voiture et de l'extérieur, tout paraissait parfait. Mais sous la surface, il manquait toujours quelque chose. Ma relation avec ma famille a toujours été compliquée. Ma mère, Sandra, était directrice de lycée. Mon père, Robert, dirigeait son propre cabinet comptable, et ma sœur cadette, Diana, terminait ses études supérieures en psychologie. Sur le papier, nous étions la famille américaine parfaite, mais la réalité était bien différente. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris que l'amour dans notre famille était assorti de conditions. Mes parents avaient des attentes démesurées, mais offraient rarement un soutien émotionnel. Les bonnes notes n'étaient pas célébrées. Elles étaient attendues. Les réussites n'étaient pas accueillies par des éloges, mais par des questions sur la suite. Je me souviens d'avoir ramené un bulletin avec que des A au lycée, uniquement pour que mon père me demande pourquoi je ne prenais pas de cours plus avancés. Malgré cela, je désirais désespérément leur approbation. J'ai choisi l'ingénierie parce que mon père pensait que c'était pratique, même si j'avais rêvé d'étudier la littérature. J'ai pris le poste à Seattle parce qu'il payait bien, pas parce qu'il m'épanouissait. Chaque décision était filtrée à travers le prisme de « est-ce que cela rendra mes parents fiers ?» Ma sœur Diana a eu une expérience différente. De 3 ans ma cadette, elle a en quelque sorte échappé à la pression que je ressentais. Ses notes moyennes étaient acceptables. Ses 3 changements de spécialité à l'université, c'était « elle se cherchait ». Quand elle avait besoin d'argent, mes parents étaient prompts à l'aider. Pendant ce temps, j'avais travaillé tout au long de mes études, refusant de demander de l'aide, même quand je mangeais des nouilles instantanées pendant des semaines pour payer mon loyer. L'ironie ne m'échappait pas que, bien qu'étant traité différemment, j'étais celui qui répondait toujours présent pour les obligations familiales. Je prenais l'avion pour rentrer à chaque fête. Je me souvenais de chaque anniversaire avec des cadeaux attentionnés. J'appelais mes parents chaque semaine pour prendre des nouvelles. Quand mon père a eu besoin d'aide pour installer le nouveau réseau de son bureau, j'ai pris 3 jours de congé pour rentrer et m'en occuper. Quand la voiture de ma mère est tombée en panne, j'ai fait des recherches et lui ai trouvé le meilleur modèle de remplacement dans son budget. Mon appartement à Seattle était magnifique, mais souvent vide. Je travaillais 60 heures par semaine, en partie parce que j'aimais résoudre des problèmes complexes, mais surtout parce que cela me laissait moins de temps pour remarquer à quel point je me sentais seul. Mon cercle social était petit mais significatif. Marcus, mon colocataire d'université, qui travaillait maintenant dans une entreprise technologique concurrente, habitait à proximité, et nous nous retrouvions pour boire une bière la plupart des jeudis. Jessica, de mon département, se joignait souvent à nous, ainsi que Carlos, que je connaissais d'un bootcamp de codage des années auparavant. C'étaient de bons amis, mais je les gardais même eux à distance. Des années d'amour conditionnel m'avaient appris à compartimenter, à ne jamais laisser personne entrer complètement. Quand ils me posaient des questions sur ma famille, je racontais des histoires légères et positives, ne révélant jamais la tension sous-jacente. 3 mois avant l'éclatement de mon appendice, ma famille avait commencé à planifier un voyage en Floride. Ma mère avait toujours voulu voir le centre spatial Kennedy, et mon père avait des amis d'université à Miami qu'il pouvait visiter. Diana, de nouveau entre 2 emplois, était excitée à l'idée des plages. Ils m'ont invité, bien sûr, mais le voyage coïncidait avec un lancement de produits majeurs au travail. Je ne pouvais absolument pas prendre de congé. Nous comprenons tout à fait, avait dit ma mère au téléphone, mais son ton suggérait de la déception. Le travail passe toujours en premier pour toi de toute façon. Cela m'a blessé, considérant le nombre d'événements professionnels importants que j'avais manqués au fil des ans pour être présent aux fonctions familiales, mais j'ai ravalé ma frustration comme d'habitude et j'ai promis de me joindre à eux la prochaine fois. La semaine avant leur départ, je leur ai envoyé un colis rempli d'essentiels de voyage, une crème solaire de qualité supérieure, un bon oreiller de voyage pour le cou fragile de mon père, une coque de téléphone étanche pour Diana, qui laissait toujours tomber le sien. Et un guide touristique pour ma mère, qui préférait encore le papier au numérique. J'ai même organisé un service de voiture pour les emmener à l'aéroport. Tu es toujours si pragmatique, Bernard,
a dit ma mère quand elle a appelé pour me remercier. Pas chaleureux, pas affectueux, juste pragmatique. J'avais appris à accepter ces miettes de reconnaissance. Le jour de leur départ pour la Floride, je me suis plongé encore plus intensément dans le travail. Le lancement du produit était crucial, et en tant que responsable technique, tout reposait sur mes épaules. Je commençais à arriver au bureau à 6 heures du matin et à partir bien après minuit. Mon équipe était inquiète, mais je leur ai assuré que j'allais bien. Tu dois mieux prendre soin de toi, m'a dit Marcus lors d'un de nos rares rendez-vous du jeudi que j'ai failli annuler. Tout ce travail est pas de plaisir, ça va te rattraper. J'ai ri pour balayer ses craintes. Je me reposerai quand le lancement sera terminé, ai-je promis. Je ne savais pas que mon corps planifiait déjà une période de repos forcé qui allait tout changer. Cela a commencé un mardi soir. J'étais resté au bureau jusqu'à près de 23 heures, à déboguer un problème persistant avec notre système d'authentification. Quand je suis finalement rentré chez moi, j'ai ressenti une légère gêne dans le bas de l'abdomen. Rien de grave, juste une douleur sourde que j'ai attribuée au stress et à l'excès de café. J'ai pris des analgésiques en vente libre et je suis allé me coucher, certain que ce serait parti le matin. Je me suis réveillé à 3 heures du matin en pleine agonie. La douleur sourde s'était transformée en une douleur lancinante dans mon abdomen inférieur droit. Quand j'ai essayé de me lever, j'ai failli m'effondrer. Quelque chose n'allait vraiment pas. Malgré la douleur, j'ai réussi à m'habiller et à prendre mes clés. L'idée d'appeler une ambulance m'a brièvement traversé l'esprit, mais des années d'autonomie ont pris le dessus. Je pouvais me conduire moi-même aux urgences. Le trajet de 20 minutes jusqu'au Swedish Medical Center a été atroce. Chaque bosse sur la route envoyait des vagues de douleur à travers mon corps. Au moment où je suis entré en titubant dans la salle d'urgence, je transpirais abondamment et je luttais pour rester debout. L'infirmière de triage m'a jeté un coup d'œil et a immédiatement appelé à l'aide. Douleur au cadran inférieur droit, fièvre, nausées, a-t-elle rapporté au médecin de garde qui est arrivé quelques instants plus tard. Possible appendicite. Le docteur Ashley Chen était efficace et direct. Après un examen rapide qui m'a laissé le souffle coupé de douleur, elle a ordonné des analyses de sang immédiates et un scanner. Les résultats sont revenus en moins d'une heure, confirmant ses soupçons. Votre appendice a perforé, a-t-elle expliqué, le visage sérieux. Nous devons vous emmener en chirurgie immédiatement. L'infection peut se propager rapidement dans votre cavité abdominale et devenir mortelle. La gravité de la situation m'a frappé d'un coup. Je faisais face à une chirurgie d'urgence, seul, au milieu de la nuit. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une peur sincère. Alors qu'il me préparait pour l'opération, j'ai demandé à une infirmière si je pouvais utiliser mon téléphone un instant. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert notre groupe de discussion familiale et j'ai tapé un message simple. Opération d'urgence. J'ai peur. Appendice éclaté au Swedish Medical. Dans les instants précédant l'anesthésie, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Un nouveau message était apparu dans le groupe, accompagné d'une photo. Ma famille, tout sourire sur une plage ensoleillée de Floride, cocktail à la main. Le message disait, on t'envoie de bonnes ondes. Tu iras bien. Les hôpitaux sont incroyables de nos jours. Tiens-nous au courant. C'est la dernière chose que j'ai vue avant que l'anesthésie ne m'emporte. Je me suis réveillé des heures plus tard dans la salle de réveil, groggy et désorienté. L'opération s'était bien passée, selon l'infirmière de la salle de réveil. Mais comme mon appendice avait déjà perforé, ils avaient dû nettoyer l'infection de ma cavité abdominale. Je devrais rester à l'hôpital plusieurs jours sous antibiotiques intraveineux. À mesure que la conscience revenait, le souvenir de la réponse de ma famille revenait aussi. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone, espérant quelque chose de plus. Mais il n'y avait aucun nouveau message de leur part. En revanche, j'avais des textos de Marcus, Jessica et Carlos, qui avaient tous entendu parler de ma situation d'une manière ou d'une autre et s'inquiétaient. Je viens d'avoir des nouvelles de Jessica. C'est quoi ce bordel, mec? Quel hôpital? J'arrive, avait écrit Marcus. OMG, Bernard, je viens de voir tes coordonnées d'urgence quand les RH m'ont appelé. Est-ce que ça va? As-tu besoin de quelque chose? Je peux passer après le travail, avait envoyé Jessica. Mec, Jessica m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis à Portland pour une conférence,
mais je peux être de retour demain si tu as besoin de moi, avait texté Carlos. Leur inquiétude m'a mis les larmes aux yeux. J'ai rapidement répondu pour leur faire savoir que j'allais bien, mais que je serais hospitalisé plusieurs jours. Puis je suis retourné à la conversation familiale où mon message d'urgence côtoyait leurs photos de plage, sans aucune autre demande sur mon état. J'ai hésité à envoyer un autre message mais j'ai décidé de ne pas le faire. Si une chirurgie d'urgence n'était pas suffisante pour mériter leur inquiétude, qu'est-ce qui le serait? Ce premier jour post-opératoire fut un brouillard d'analgésiques et de brefs moments de conscience. Le soir, la gravité de ma situation s'était pleinement installée. Les médecins ont expliqué que la rupture avait causé une contamination importante et que je risquais de graves complications, y compris une septicémie. Je nécessiterais une surveillance étroite et un traitement antibiotique agressif. À travers tout cela, un jeune infirmier nommé Tyler fut mon soutien constant. Il venait me voir fréquemment, ajustait mes analgésiques au besoin, et s'asseyait même avec moi pendant sa pause quand il remarquait que je n'avais pas de visiteurs. « Pas de famille qui vient ?» demanda-t-il doucement. « Ils sont en dehors de la ville », ai-je répondu, ne voulant pas admettre la vérité. « Et des amis ?»« Ils viennent demain », ai-je dit, reconnaissant qu'au moins cette partie était vraie. Marcus avait confirmé qu'il viendrait me rendre visite après le travail le lendemain. J'ai passé cette nuit à somnoler, interrompu par des infirmières vérifiant mes signes vitaux et administrant des médicaments. Pendant une période d'éveil, j'ai envoyé un autre message au groupe familial. L'opération s'est bien passée, mais l'appendice avait déjà perforé. Ils craignent que l'infection se propage. Je serai ici plusieurs jours. La réponse est arrivée 3 heures plus tard, alors qu'on m'aidait à marcher lentement dans le couloir de l'hôpital dans le cadre de ma convalescence. Une autre photo de plage, cette fois d'un magnifique coucher de soleil. Superbe soirée ici. Content que l'opération se soit bien passée. Ces antibiotiques sont incroyables de nos jours. Tu seras sur pied en un rien de temps. Aucune question sur comment je me sentais. Aucune offre de raccourcir leurs vacances. Aucune reconnaissance de la gravité de mon état. Quand je suis retourné dans ma chambre, j'ai trouvé Marcus qui attendait, l'inquiétude gravée sur son visage. Il avait apporté mon chargeur d'ordinateur portable et des vêtements confortables de mon appartement. « Jésus Bernard, tu as une mine affreuse, dit-il en posant un sac de mes affaires. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé quand tu as commencé à te sentir mal? J'ai tenté un sourire. Tout s'est passé très vite. Ta famille rentre, demanda-t-il, supposant ce que toute personne normale ferait. J'ai hésité, puis j'ai secoué la tête. Ils sont en Floride. C'est un voyage qu'ils planifient depuis des mois. L'expression de Marcus s'assombrit. Alors, ils restent là-bas, même si tu viens de subir une opération d'urgence. Ce n'est pas si grave, ai-je menti, minimisant la situation, même si le docteur Moral venait de m'expliquer les risques de péritonite et de septicémie ce matin-là. Marcus a dit. J'ai parlé à ton médecin en arrivant. Il m'a dit à quel point c'est sérieux. Il a tiré une chaise à côté de mon lit. Est-ce qu'ils ont au moins appelé? J'ai de nouveau secoué la tête. C'est dégueulasse, Bernard. Vraiment dégueulasse. Pour la première fois, je me suis permis de reconnaître la vérité de ses paroles. C'était dégueulasse. La réaction de ma famille n'était pas normale, pas acceptable. Mais admettre cela signifiait affronter toute une vie de déception similaire que j'avais soigneusement rationalisée. Au fil des jours, mon état physique s'améliorait lentement tandis que mon état émotionnel se détériorait. Mes amis me rendaient visite régulièrement, apportant des livres, des magazines et de la nourriture à emporter. Quand j'ai finalement été autorisé à manger, Jessica a même organisé un planning rotatif pour que quelqu'un passe me voir quotidiennement. Ma famille a appelé une fois, en haut-parleur, depuis un restaurant à Miami. Je pouvais entendre de la musique et des rires en arrière-plan alors qu'ils se relayaient pour me parler brièvement. Les médecins disent que tu vas bien, n'est-ce pas, a demandé mon père, clairement distrait. Nous pensions prolonger notre voyage de quelques jours puisque nous passons un si bon moment, a ajouté ma mère avant même que je puisse répondre à sa question. Ramène-moi un souvenir, a lancé Diana, comme si j'étais parti pour un voyage amusant plutôt que de combattre une infection grave dans un lit d'hôpital. Après 5 minutes, ils ont raccroché, promettant de rappeler bientôt. Ils ne l'ont pas fait. La convalescence physique après une rupture d'appendice est lente et douloureuse.
le docteur Moral a expliqué que, comme l'infection s'était propagée avant l'opération, mon corps avait besoin de temps pour guérir à la fois de l'intervention chirurgicale et de la contamination interne. Chaque matin, il vérifiait ma cicatrice, testait la sensibilité de mon abdomen et examinait mes analyses de sang pour déceler des signes d'infection persistante. « Vous faites des progrès », disait-il. « Mais nous devons être patients. Ce n'est pas quelque chose à précipiter. » La patience n'avait jamais été mon fort, surtout en ce qui concerne mes besoins personnels. J'avais l'habitude de surmonter l'inconfort, de faire passer le travail et les autres en premier. Maintenant confiné à un lit d'hôpital, je n'avais d'autre choix que de me concentrer sur ma propre guérison. Le personnel de l'hôpital est devenu mon système de soutien inattendu. Tyler, l'infirmier de nuit, venait me voir pendant ses gardes et restait parfois pour discuter quand les choses étaient calmes. Rebecca, l'infirmière de jour, était tout aussi attentionnée, apportant des oreillers supplémentaires sans qu'on le lui demande et expliquant chaque médicament et procédure en détail. « Vous êtes un patient modèle », m'a-t-elle dit le 4e jour. La plupart des gens se plaignent beaucoup plus. J'ai l'habitude de me débrouiller seul, ai-je répondu. Elle m'a lancé un regard entendu. Ce n'est pas toujours une bonne chose, vous savez. Parfois, nous devons laisser les autres nous aider. Ces paroles me sont restées longtemps après son départ. Marcus et Carlos me rendaient visite quotidiennement, parfois ensemble, parfois à tour de rôle en fonction de leurs horaires de travail. Jessica passait tous les soirs après le travail, apportant souvent de petits cadeaux, un nouveau magazine de technologie, un jeu d'échecs portable une fois, même un smoothie maison parce que j'avais mentionné avoir envie de fruits frais. « Des nouvelles de ta famille ?» a demandé Carlos le 5e jour alors qu'il installait l'échiquier entre nous. J'ai secoué la tête. Ils ont appelé une fois. Ils sont toujours en Floride et ne rentrent pas plus tôt. Son incrédulité était évidente. Ils prolongent même leur voyage, en fait, ai-je dit, en essayant de garder un ton neutre. Carlos a placé les pièces d'échecs avec plus de force que nécessaire. C'est froid, mec. Si mon frère était à l'hôpital, je serais dans le premier avion pour rentrer. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné avec une demande d'appel vidéo du groupe familial. J'ai répondu pour les voir réunis sur la terrasse d'un restaurant, l'océan visible en arrière-plan. Ils étaient habillés pour dîner. Ma mère dans une robe fluide, mon père en chemise de lin, Diana portant de grandes lunettes de soleil malgré le soleil couchant. « On voulait prendre de tes nouvelles », a dit ma mère d'un ton enjoué. « Comment est la nourriture de l'hôpital ?»« C'est de la nourriture d'hôpital », ai-je répondu, ajustant ma position dans le lit pour cacher la perfusion qui délivrait encore des antibiotiques. « Tu as l'air fatigué », a observé mon père. « Je suis fatigué. Combattre une infection, ça épuise. » « Eh bien, le médecin a dit que tu allais bien, n'est-ce pas ?» a demandé Diana en sirotant ce qui ressemblait à un mojito. Finalement, oui. C'était assez sérieux, cependant. Mon appendice a perforé avant qu'ils ne puissent l'enlever. « Mais ils ont tout nettoyé », a dit ma mère d'un ton dédaigneux. « C'est le principal. » Ils ont ensuite commencé à me raconter leur aventure de parachute ascensionnel ce matin-là, le restaurant de fruits de mer incroyable qu'ils avaient découvert, et l'excursion en bateau qu'ils avaient réservée pour le lendemain. Pas une seule fois ils ne m'ont demandé comment je me sentais émotionnellement, si j'avais besoin de quelque chose, ou quand je pourrais sortir. Après qu'ils aient raccroché, je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, une révélation se faisant lentement jour. Cet appel, comme tant d'interactions auparavant, suivait le même schéma. On attendait de moi que je m'intéresse à leur vie, que je célèbre leur joie, que je soutienne leurs projets. Mais quand j'avais besoin de soutien émotionnel, quand j'étais vulnérable et souffrant, ils maintenaient une distance de sécurité. Cette nuit-là, Tyler m'a trouvé éveillé à 3 heures du matin, des larmes coulant silencieusement sur mon visage. « La douleur est forte ?» a-t-il demandé, vérifiant immédiatement mon dossier. « Pas une douleur physique, ai-je admis. » Il a tiré une chaise. « Tu veux en parler ?» Et étonnamment, j'en avais envie. Je lui ai parlé de ma famille, de leurs vacances à la plage qui continuaient pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, d'années à être là pour eux alors qu'ils manquaient constamment à l'appel pour moi. « Leur as-tu déjà dit ce que tu ressens ?» a-t-il demandé quand j'ai fini. « Non », ai-je avoué. Il a toujours semblé plus facile de simplement l'accepter. Plus facile pour qui? Eux ou toi? La question a persisté dans mon esprit longtemps après son départ.
Le lendemain matin, Rebecca est arrivée avec une assistante sociale nommée Grace, spécialisée dans le soutien aux patients. Tyler a mentionné que vous pourriez bénéficier de parler à quelqu'un, a expliqué Rebecca. Grace aide les patients à gérer les aspects émotionnels de la convalescence. J'étais initialement réticent, mais l'approche douce de Grace a brisé mes défenses. Nous avons parlé de ma situation familiale, des schémas de donner et de recevoir, des relations saines par rapport aux relations malsaines. Que se passerait-il, a-t-elle demandé lors de notre deuxième session, si vous cessiez d'être celui qui donne toujours? Il serait contrarié, ai-je dit immédiatement. Et pourquoi serait-ce une mauvaise chose? Je n'avais pas de réponse toute prête. Bernard, a-t-elle poursuivi, les relations doivent être équilibrées. Ce n'est pas votre travail de constamment accommoder les autres au détriment de votre propre bien-être. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision. Je ne recontacterai plus ma famille pendant mon séjour à l'hôpital. Je me concentrerai sur ma guérison et verrai s'ils remarqueraient mon silence. Les heures ont passé, puis une journée entière, aucun message de leur part. Le deuxième jour de silence, mon téléphone a commencé à afficher des appels manqués de ma mère. Puis des textos me demandant pourquoi je ne répondais pas. Pas des messages d'inquiétude pour ma santé, mais des plaintes sur mon manque de communication. Nous essayons de te joindre. Pourquoi ne réponds-tu pas? Ta sœur veut te parler de sa rencontre avec les dauphins. Rappel. Bernard, c'est impoli d'ignorer ta famille. Je les ai tous laissés sans réponse, me concentrant plutôt sur ma convalescence physique. Le 7e jour, le docteur Moral était satisfait de mes progrès. L'infection est sous contrôle et votre cicatrice guérit bien, a-t-il dit lors de la visite du matin. Si vos analyses de sang continuent de s'améliorer, nous pouvons envisager votre sortie demain. La perspective de rentrer chez moi me remplissait à la fois de soulagement et d'anxiété. J'étais fatigué de l'hôpital mais incertain de pouvoir me débrouiller seul pendant ma convalescence. Marcus a immédiatement offert son aide quand j'ai partagé la nouvelle. Je peux venir te chercher et t'installer à la maison, a-t-il dit. Jessica a déjà rempli ton frigo hier et je peux dormir sur ton canapé pendant quelques jours si tu as besoin de quelqu'un. Son offre m'a profondément touché. Vous n'êtes pas obligés de faire tout ça, les gars. Nous voulons le faire, a-t-il insisté. C'est à ça que servent les amis. Ce soir-là, alors que je commençais à rassembler mes quelques affaires, mon téléphone s'est allumé avec un autre appel de ma mère. Cette fois, j'ai répondu. Enfin, s'est-elle exclamée. Nous étions morts d'inquiétude. J'en doutais fort. Je me concentrais sur ma guérison, ai-je dit. Eh bien, nous rentrons demain. Les vacances étaient absolument merveilleuses, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Quand sortiras-tu? Demain, en fait. Timing parfait. Nous pourrons passer te voir en rentrant de l'aéroport. L'ancien Bernard les aurait accommodés, aurait accueilli leur brève visite à leurs conditions, mais je n'étais plus cette personne. En fait, ai-je dit, j'ai besoin de me reposer après ma sortie. Et si on se parlait dans quelques jours, quand je me sentirai plus fort? Son silence surpris en disait long. Marcus est venu me chercher à l'hôpital le lendemain matin comme promis. Le docteur Moral m'a donné des instructions de sortie détaillées, insistant sur la nécessité de repos, d'une bonne nutrition et d'une activité physique limitée pendant au moins 2 semaines. Je devrais revenir pour un rendez-vous de suivi et continuer les antibiotiques par voie orale pour m'assurer que l'infection était complètement résolue. Vous avez traversé un événement médical grave, m'a rappelé le docteur Moral. Votre corps a besoin de temps pour guérir complètement. Ne vous précipitez pas pour reprendre votre routine normale. Le trajet jusqu'à mon appartement fut calme, Marcus évitant soigneusement les nids de poules et prenant les virages lentement pour minimiser l'inconfort. Quand nous sommes arrivés, j'ai été touché de découvrir que mes amis s'étaient affairés en mon absence. L'appartement était impeccablement propre. Des fleurs fraîches étaient posées sur la table basse et, comme promis, le réfrigérateur était rempli de repas faciles à préparer. Jessica a tout organisé, a expliqué Marcus en m'aidant à m'installer sur le canapé. Carlos s'est occupé du nettoyage. Nous voulions nous assurer que tu puisses te concentrer sur ta guérison. Pour quelqu'un habitué à être le soignant, être soigné était une expérience nouvelle. C'était inconfortable, mais aussi profondément émouvant. Je ne sais pas comment vous remercier, les gars, ai-je dit, l'émotion rendant ma voix rauque. Remets-toi sur pied, c'est tout,
a simplement répondu Marcus. Et apprends peut-être à demander de l'aide parfois avant de finir à l'hôpital. Les premiers jours à la maison ont établi un nouveau rythme. Marcus est resté les 2 premières nuits, dormant sur mon canapé malgré mes protestations. Carlos venait me voir tous les jours, apportant souvent le déjeuner de mes restaurants préférés. Jessica appelait tous les soirs pour prendre des nouvelles et a même organisé une livraison de courses lorsque les provisions s'épuisaient. J'ai commencé à faire de courtes promenades autour de mon immeuble, augmentant progressivement la distance à mesure que ma force revenait. Le docteur Moral avait insisté sur l'importance d'un mouvement doux pour la récupération, et j'étais déterminé à suivre ses instructions à la lettre. Mon travail avait été compréhensif quant à mon absence, mon manager, Ryan, insistant pour que je prenne les 2 semaines complètes de congé maladie avant même d'envisager de travailler à distance. C'était la plus longue période loin du travail que j'avais connu depuis l'université, et cette pause forcée m'a donné le temps de réfléchir à de nombreux aspects de ma vie que j'avais été trop occupé pour examiner. Fidèle à leurs paroles, ma famille est rentrée de Floride et a appelé pour partager les détails de leurs vacances incroyables. Ma mère a parlé pendant 20 minutes du centre spatial Kennedy. Mon père a décrit en détail les terrains de golf sur lesquels il avait joué, et Diana s'est extasiée sur sa rencontre avec les dauphins et les fêtes sur la plage. Quand ils ont finalement posé des questions sur ma convalescence, j'ai donné des réponses brèves et factuelles. Oui, j'étais rentré de l'hôpital. Oui, les médecins étaient satisfaits de mes progrès. Non, je n'avais pas besoin qu'ils me rendent visite pour l'instant. Je me reposais encore la plupart de la journée. Eh bien, fais-nous savoir quand tu seras d'attaque pour recevoir des visites, a dit ma mère, semblant plus soulagée que déçue. La recherche d'emploi de Diana la tient occupée de toute façon, et ton père a une charge de travail en retard après son absence. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon balcon, regardant le coucher de soleil sur le lac Union, contemplant les schémas qui avaient défini notre dynamique familiale pendant des décennies. J'avais toujours été le fiable, celui qui répondait présent, qui aidait, qui faisait passer les autres en premier. Et en retour, je recevais au mieux une reconnaissance symbolique, au pire un mépris total. Grace, l'assistante sociale de l'hôpital, m'avait donné des ressources sur l'établissement de limites et la reconnaissance des schémas relationnels malsains. En commençant à les lire, j'ai vu ma dynamique familiale décrite avec une précision déconcertante. Les attentes inégales, la distance émotionnelle, le soutien conditionnel qui disparaissait lorsque cela devenait incommode. 10 jours après mon retour à la maison, je me sentais assez fort pour commencer à travailler à distance quelques heures par jour. Mon équipe était solidaire, s'occupant des tâches les plus exigeantes pour que je puisse reprendre progressivement. J'ai trouvé une joie inattendue dans ce rythme plus lent, en prenant mes pauses déjeuner sur mon balcon et en terminant le travail à une heure raisonnable pour lire ou regarder un film. Puis, exactement une semaine après ma sortie, tout a de nouveau changé. Mon téléphone a explosé de notifications d'un seul coup. 32 appels manqués de ma mère, 27 de mon père, 20 de Diana, et de nombreux messages textes. Le plus récent était de ma mère, rappelle maintenant. Tout s'effondre. Mon cœur s'est emballé en parcourant les messages, m'attendant à la nouvelle d'une grave urgence familiale. Quelqu'un d'autre avait-il été hospitalisé? Y avait-il eu un accident? La vérité était à la fois plus simple et plus révélatrice de notre dynamique familiale. Diana avait compté sur un emploi qui n'avait pas abouti, la laissant incapable de payer la caution et le premier mois de loyer d'un appartement pour lequel elle avait déjà signé un bail. Elle avait besoin de $8 000 immédiatement ou elle perdrait l'appartement et ses frais de dossier. Mes parents avaient dépensé plus que prévu pour leurs vacances en Floride et ne pouvaient pas couvrir la totalité du montant. Ils avaient besoin que je contribue à hauteur de $4 000 pour résoudre la crise de Diana. Par le passé, j'aurais immédiatement transféré l'argent, peut-être avec une suggestion douce qu'une meilleure planification pourrait éviter de telles situations à l'avenir. J'avais les économies. $4 000 ne me ruineraient pas financièrement. Mais quelque chose avait fondamentalement changé pendant mon séjour à l'hôpital. Le contraste entre le soutien sans hésitation de mes amis et l'égocentrisme continu de ma famille avait cristallisé une vérité que j'avais évitée pendant des années. J'ai rappelé ma mère. Enfin, a-t-elle répondu dès la première sonnerie. As-tu reçu nos messages? Diana est dans une situation terrible. J'ai vu les messages, ai-je répondu calmement. Pourquoi est-ce une urgence qui a nécessité 79 appels alors que je me remets d'une opération majeure? Son ton a immédiatement changé, passant de l'urgence à la défense. Eh bien,
Tu ne répondais pas, et c'est important. Diana perdra sa caution si nous n'obtenons pas l'argent d'ici demain. Je comprends que c'est stressant pour elle, ai-je dit en gardant mon calme. Mais je suis toujours en convalescence, maman. Je suis en congé maladie. J'ai failli mourir d'une infection grave pendant que vous prolongiez tous vos vacances. C'est un peu dramatique, Bernard, a-t-elle raillé. Le médecin a dit que tu irais bien. Après une opération d'urgence et une semaine d'antibiotiques par intraveineuse, ai-je rétorqué, ce dont aucun de vous ne semblait assez préoccupé pour même raccourcir votre voyage d'une journée. Nous étions en vacances, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Et tu changes de sujet. Diana a besoin d'aide. Peux-tu transférer l'argent aujourd'hui ou non? L'ancien Bernard aurait cédé, aurait envoyé l'argent pour maintenir la paix. Le nouveau Bernard, portant encore des vêtements amples pour éviter la pression sur sa cicatrice en guérison, a pris une profonde inspiration. Non, ai-je dit simplement. Je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Le silence à l'autre bout du fil était profond. Comment ça, non, a-t-elle finalement demandé, l'incrédulité évidente dans sa voix. Je veux dire, non, je ne peux pas envoyer 4000 $ aujourd'hui. Je me remets encore d'un événement médical majeur dont aucun de vous ne semblait particulièrement préoccupé. Je dois me concentrer sur ma santé en ce moment. Mais Diana va perdre son appartement. Alors Diana devra trouver une autre solution, ai-je dit. Peut-être qu'elle pourrait chercher un endroit avec une caution moins élevée ou prendre une location à court terme jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste, a dit ma mère, sa voix se durcissant. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Cette phrase, si familière et pourtant si inexacte, a finalement fait sauter quelque chose en moi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman? Quand j'étais à l'hôpital pendant une semaine avec une maladie potentiellement mortelle, vous avez envoyé des selfies de plage. Vous avez prolongé vos vacances plutôt que de venir m'aider. Mes amis sont venus tous les jours. Ils ont nettoyé mon appartement, rempli mon frigo, m'ont ramené à la maison et ont constamment pris de mes nouvelles. Qu'a fait ma famille? C'est différent, a-t-elle protesté. Nous étions déjà partis. Et tu es un adulte. Tu peux te débrouiller. Diana aussi, ai-je fait remarquer. C'est une adulte qui peut se débrouiller aussi. Nous discuterons de cela quand ton père rentrera, a-t-elle dit, clairement décontenancée par ma résistance inattendue. Il voudra te parler directement. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté en silence, digérant la conversation. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais refusé une demande familiale. La sensation était à la fois terrifiante et libératrice. Mon téléphone a de nouveau sonné 20 minutes plus tard. Cette fois, c'était mon père. La voix de mon père était sévère, le ton qu'il avait utilisé tout au long de mon enfance quand je l'avais déçu. Ta mère me dit que tu refuses d'aider ta sœur. Bonjour à toi aussi, papa, ai-je répondu, déterminé à garder mon sang-froid. Comment vas-tu? Comment je vais? Je me remets encore d'une opération d'urgence. Merci de demander. Ne fais pas le malin avec moi, Bernard, a-t-il lancé sèchement. Diana est en crise, et nous devons résoudre cela en famille. Je suis d'accord. C'est une affaire de famille, ai-je dit. Mais je me demande pourquoi c'est une urgence qui m'oblige à transférer de l'argent immédiatement sans discussion alors que je suis encore en congé maladie. Parce que la date limite est demain, a-t-il dit, l'exaspération claire dans sa voix. Diana perdra sa caution et l'appartement si nous ne payons pas. Et quand Diana a-t-elle signé ce bail? Il y a 2 semaines, a-t-il admis après une pause. Pendant que j'étais à l'hôpital, ai-je noté. Est-ce que quelqu'un a pensé à discuter de cet engagement financier majeur avec moi à ce moment-là? Tu étais malade, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. Nous ne voulions pas te déranger avec ça. Mais maintenant que c'est une crise, je suis soudainement assez bien pour être dérangé. Mon père a soupiré lourdement. Écoute, Bernard, parfois les membres de la famille ont besoin d'aide. C'est ce que fait la famille. Quand ta mère et moi avons eu besoin d'aide avec le réseau de mon bureau, tu as répondu présent. Quand Diana a besoin d'une aide financière, nous répondons présent. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas du tout comme ça que ça a marché, papa, ai-je dit doucement. J'ai toujours été celui qui répondait présent. Quand est-ce que l'un d'entre vous s'est dérangé pour moi pour la dernière fois? C'est ridicule.
Nous t'avons soutenu toute ta vie. Quand j'étais enfant, oui. Mais en tant qu'adulte, quand j'ai eu besoin de soutien émotionnel pendant mon hospitalisation, vous avez tous envoyé des selfies de plage. Quand j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'aider à rentrer de l'hôpital, ce sont mes amis qui ont répondu présent. Pas ma famille. Nous étions en vacances, a-t-il dit, répétant l'excuse de ma mère. Les gens écourtent leurs vacances pour des urgences familiales tout le temps, ai-je fait remarquer. Une appendicite perforée et une infection abdominale, ça compte. La conversation a tourné en rond, mon père alternant entre le rejet de mes préoccupations et la tentative de me culpabiliser pour que je donne l'argent. Finalement, j'ai interrompu sa dernière tentative. Papa, je suis encore en convalescence et cette conversation est épuisante. J'ai pris ma décision. Je n'envoie pas d'argent aujourd'hui. Diana doit apprendre à gérer ses propres situations financières, tout comme j'ai dû le faire. Ce n'est pas terminé, a-t-il averti avant de raccrocher. J'ai passé le reste de la journée dans un étrange état émotionnel, oscillant entre la culpabilité et un sentiment croissant d'émancipation. Le soir, j'avais reçu plusieurs autres appels de ma mère et des textos de Diana exprimant sa déception face à mon comportement égoïste. Le lendemain matin, des coups bruyants à ma porte m'ont réveillé en sursaut. Quand j'ai ouvert, encore en pyjama, j'ai trouvé toute ma famille dans le couloir. Mon père avait l'air en colère, ma mère inquiète, et Diana en larmes. Nous devons parler, a annoncé mon père en me bousculant pour entrer dans l'appartement. Cette situation a assez duré. Pris au dépourvu par leur embuscade, je les ai suivis dans mon salon, où ils s'étaient déjà installés. Mon père dans mon fauteuil de lecture préféré, ma mère et Diana sur le canapé. Tu as l'air affreux, a dit ma mère, me jaugeant d'un œil critique. Est-ce que tu prends bien soin de toi? L'ironie de son inquiétude maintenant, après leur absence totale pendant mon hospitalisation, ne m'a pas échappé. Je me remets d'une opération majeure, lui ai-je rappelé. Ça prend du temps. Mon père s'est raclé la gorge avec impatience. Nous sommes ici pour la situation de Diana. La date limite est aujourd'hui et nous devons résoudre ça. Je me suis assis à ma table à manger, créant intentionnellement une distance entre nous. J'écoute. Diana a besoin de 4 000 $ pour son appartement, a-t-il déclaré. Ta mère et moi pouvons fournir 4 000 $, mais nous avons besoin que tu mettes la même somme. Et si je ne le fais pas, ai-je demandé. Alors elle perd l'appartement et l'argent qu'elle a déjà versé, est intervenue ma mère. C'est ce que tu veux pour ta sœur? Diana a reniflé de manière dramatique, comme sur commande. J'ai pris une profonde inspiration, sentant ma cicatrice chirurgicale tirer légèrement avec le mouvement. Ce que je veux, c'est que ma famille reconnaisse que les relations vont dans les deux sens. Quand j'étais à l'hôpital en train de combattre une infection qui aurait pu me tuer, aucun de vous n'a écourté ses vacances pour être avec moi. Pas un seul jour. On a appelé, a protesté Diana. Une fois, les jeux corrigés. Pendant 5 minutes, depuis un restaurant, en haut-parleur. Pendant ce temps, mes amis sont venus me voir tous les jours, m'ont apporté ce dont j'avais besoin, ont nettoyé mon appartement, rempli mon réfrigérateur et se sont assurés que je rentre chez moi en toute sécurité. Nous aurions fait ces choses si nous n'avions pas été absents, a dit ma mère sur la défensive. Mais vous étiez absent par choix, ai-je souligné. Vous avez choisi de rester en vacances plutôt que de me soutenir pendant une urgence médicale. C'était votre décision, et cela m'a montré exactement où je me situe dans les priorités de cette famille. Alors, c'est une vengeance, a demandé mon père, incrédule. Tu punis Diana parce que tu es en colère contre nous. Non, ai-je dit fermement. C'est moi qui reconnais un schéma malsain et qui choisis de ne pas le perpétuer. Pendant des années, j'ai été celui qui répond toujours présent, qui aide toujours, qui donne toujours. Et quand j'ai eu besoin de vous, aucun de vous n'a été là pour moi. Ce n'est pas juste, est intervenue Diana. J'ai eu des problèmes aussi, et tu le sais. Mon anxiété m'empêche de gérer le stress. Nous avons tous des problèmes, ai-je répondu. La différence, c'est qu'on attendait de moi que je gère les miens de manière indépendante tout en aidant simultanément avec ceux de tout le monde. Donc, tu n'aideras pas, a exigé mon père, son visage devenant rouge. Je n'ai pas dit ça, ai-je précisé. J'ai dit que je ne transférerai pas 4 000 $ aujourd'hui sans discussion alors que je suis encore en convalescence. Ce que je ferai,
c'est aider Diana à chercher des options de logement plus abordables ou l'aider à créer un budget une fois qu'elle aura trouvé un emploi. Ce n'est pas ce dont elle a besoin en ce moment, a insisté ma mère. Peut-être pas, ai-je reconnu. Mais c'est ce que je suis prêt à offrir. Diana s'est levée brusquement, des larmes coulant sur son visage. Je n'arrive pas à croire que tu sois si cruel. Après tout ce que j'ai traversé. Mon père s'est également levé, posant une main sur l'épaule de Diana. Si c'est ce que tu ressens, Bernard, nous devrions peut-être reconsidérer entièrement notre relation familiale. La menace flottait dans l'air entre nous. Par le passé, cela aurait suffi à me faire capituler immédiatement. Au lieu de cela, j'ai ressenti un calme curieux. Si c'est votre décision, je la respecterai, ai-je dit doucement. Mais j'espère plutôt que cela pourra être le début d'une relation plus équilibrée entre nous tous. Allons-y, a dit mon père à ma mère et à Diana, ignorant ma réponse. Bernard a clairement besoin de plus de temps pour réfléchir à ses priorités. Ils sont sortis de mon appartement sans un autre mot, les sanglots théâtraux de Diana résonnant dans le couloir. Alors que la porte se fermait derrière eux, je me sentais à la fois vidé et étrangement libéré. J'ai immédiatement appelé Marcus. Ils viennent de me tendre une embuscade dans mon appartement, ai-je expliqué après avoir brièvement raconté la situation. Putain, a-t-il répondu. Est-ce que ça va? Tu as besoin que je passe? Non, en fait, ça va, ai-je réalisé, quelque peu surpris par la vérité de cette affirmation. Pour la première fois, je leur ai tenu tête. Bravo, mec. Ça faisait longtemps que ça devait arriver. Mon père a pratiquement menacé de me renier si je ne donne pas l'argent à Diana. Et comment te sens-tu par rapport à ça, a demandé Marcus avec précaution. Triste, ai-je admis, mais aussi soulagé, comme si peut-être cela devait arriver. Après avoir raccroché, j'ai passé l'après-midi à réfléchir à la confrontation. Des années de sentiments refoulés avaient finalement fait surface. Et bien que le résultat ne soit pas ce que j'aurais choisi, cela semblait être un premier pas important vers quelque chose de plus sain. Ce soir-là, j'ai rédigé un long email à ma famille, expliquant mes sentiments plus clairement que je n'avais pu le faire lors de notre conversation animée. J'ai détaillé la peine que j'avais ressentie pendant mon hospitalisation, ma prise de conscience de notre dynamique familiale déséquilibrée, et mon espoir que nous puissions construire quelque chose de mieux à l'avenir. Je vous aime tous, ai-je conclu. Mais je dois aussi m'aimer moi-même. Je suis prêt à faire partie d'une famille où tout le monde se soutient mutuellement, pas seulement une famille où l'on attend de moi que je résolve les problèmes de tout le monde pendant que mes propres besoins ne sont pas satisfaits. J'espère que nous pourrons trouver un moyen de créer cela ensemble. J'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir douter de moi-même, puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher tôt, épuisé par le bilan émotionnel de la journée. Le lendemain matin, j'ai contacté Grace, l'assistante sociale de l'hôpital, qui m'avait donné des ressources sur l'établissement de Limites. Elle m'a mis en contact avec un groupe de soutien pour les personnes confrontées à des dynamiques familiales difficiles. Assister à ma première réunion virtuelle plus tard cette semaine-là a été une révélation. Entendre d'autres décrire des expériences si similaires aux miennes m'a fait me sentir moins seul dans ma lutte. Les jours ont passé sans réponse de ma famille. Diana a apparemment trouvé une autre solution à sa crise de logement, bien que je ne l'ai appris que par un ami commun de la famille. Le silence était douloureux, mais il m'a aussi donné l'espace nécessaire pour continuer ma guérison physique et émotionnelle sans l'épuisement constant du drame familial. 2 semaines après notre confrontation, alors que je me préparais à retourner au travail à temps partiel au bureau, je me sentais enfin prêt à affronter tout ce qui allait suivre dans ma relation familiale. L'incertitude était inconfortable, mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je sentais que je me tenais sur un terrain solide que j'avais moi-même bâti. 2 semaines de silence de la part de ma famille se sont étendues à 1 mois. Pendant ce temps, ma guérison physique a progressé de manière constante. Le rendez-vous de suivi avec le docteur Moral a confirmé que l'infection était complètement résolue et que ma cicatrice guérissait bien. Il m'a autorisé à reprendre mes activités normales, tout en me mettant en garde contre le port de charges lourdes ou les exercices intenses pendant encore quelques semaines. Vous vous êtes remarquablement bien remis, m'a-t-il dit. Rappelez-vous simplement que la guérison interne prend plus de temps que ce que nous pouvons voir en surface. Ces paroles semblaient s'appliquer à plus que ma simple condition physique. Retourner au travail à temps partiel, puis finalement à temps plein, a apporté son lot de défis et de récompenses. Mon équipe s'était admirablement débrouillée en mon absence,
et mon manager, Ryan, m'a suggéré d'utiliser cette opportunité pour établir de meilleures limites entre vie professionnelle et vie privée. Tu travaillais 60 heures par semaine avant que ton appendice n'éclate, m'a-t-il rappelé. Peut-être que ce n'est pas durable. J'ai pris son conseil à cœur, quittant le bureau avant 18 heures la plupart des soirs et récupérant mes week-ends pour des activités personnelles. Avec ce temps nouvellement trouvé, j'ai commencé à explorer des intérêts que j'avais longtemps négligés. Je me suis inscrit à un cours de cuisine, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps. J'ai redécouvert mon amour pour la lecture de fiction, dévorant des romans que j'avais achetés des années auparavant mais jamais ouverts. Mes liens sociaux se sont également approfondis. Les soirées bières du jeudi avec Marcus se sont étendues à des randonnées le week-end quand j'étais assez fort. Carlos m'a présenté à sa ligue de basketball communautaire où j'ai commencé comme spectateur mais ai finalement participé à des matchs amicaux. Jessica et moi nous sommes découverts un intérêt commun pour les films documentaires et avons commencé à assister à une série de projections mensuelles dans un cinéma indépendant local. Grâce au groupe de soutien que Grace m'avait recommandé, j'ai rencontré Rachel, une conseillère spécialisée dans la dynamique des relations familiales. Nos conversations initialement professionnelles ont progressivement évolué en amitié, et j'ai trouvé ces aperçus inestimables alors que je naviguais dans ma nouvelle réalité. Les schémas familiaux ne changent pas du jour au lendemain, m'a-t-elle rappelé lors d'un de nos cafés. Vous avez perturbé un système en place depuis des décennies. Il y aura de la résistance. Pensez-vous qu'ils comprendront un jour mon point de vue, ai-je demandé. Certains membres de la famille pourraient finir par le faire, a-t-elle dit pensivement. D'autres peut-être pas. L'important est que vous le compreniez et que vous honoriez vos propres besoins. 6 semaines après notre confrontation, ma mère a appelé de manière inattendue. Un dimanche après-midi. Je venais de rentrer d'une courte randonnée avec Marcus, me sentant plein d'énergie et positif. Bernard, a-t-elle dit quand j'ai répondu, sa voix inhabituellement hésitante. Comment vas-tu? Je vais bien, ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Comment allez-vous, papa, Diana et toi? On gère, a-t-elle dit après une pause. Diana a trouvé un autre appartement avec une colocataire. Ton père et moi l'avons aidé avec la caution. Je suis content qu'elle ait trouvé une solution, ai-je dit sincèrement. Un silence gênant a suivi avant que ma mère ne reprenne la parole. J'ai lu ton email plusieurs fois. En fait. Cela m'a surpris. J'avais supposé que ma longue explication avait été rejetée ou supprimée sans être lue. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle poursuivi. Sur le fait que nous n'étions pas là pour toi quand tu étais à l'hôpital. J'ai attendu, ne voulant pas interrompre ce qui semblait être une reconnaissance difficile pour elle. Je n'ai pas bien géré ça, a-t-elle admis. Nous aurions dû rentrer quand nous avons appris pour ton opération. Je le vois maintenant. Ces mots m'ont pris au dépourvu. Durant toutes ces années, j'avais rarement entendu ma mère reconnaître une erreur. Merci de dire ça, ai-je répondu, l'émotion rendant ma voix rauque. Ça signifie beaucoup pour moi de t'entendre le dire. Je ne peux pas parler pour ton père ou Diana, a-t-elle ajouté rapidement. Mais j'ai réfléchi à notre dynamique familiale. Les choses que tu as dites. Il pourrait y avoir une part de vérité. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, la conversation la plus longue et la plus honnête que nous ayons jamais eue. Elle a partagé ses propres difficultés à exprimer ses émotions, un trait qu'elle avait hérité de ses parents. Elle a reconnu qu'elle avait souvent tenu ma fiabilité pour acquise tout en trouvant des excuses pour les défis de Diana. Serais-tu d'accord pour qu'on déjeune ensemble la semaine prochaine, a-t-elle demandé vers la fin de notre appel. Juste toi et moi. J'ai accepté avec prudence, optimiste mais réaliste quant au chemin à parcourir. Notre déjeuner fut hésitant mais productif. Ma mère a posé des questions détaillées sur mon hospitalisation et ma convalescence, écoutant attentivement des expériences qu'elle avait précédemment minimisées. J'ai partagé honnêtement comment leur absence m'avait affecté. Et pour une fois, elle n'est pas devenue défensive ou n'a pas rejeté mes sentiments. Ton père a plus de mal avec ça, a-t-elle avoué au dessert. Il a été élevé en croyant que les obligations familiales sont absolues. L'idée que tu puisses mettre des conditions à ton soutien lui est difficile à accepter. Je ne mets pas de conditions à l'amour, ai-je précisé. Je demande de la réciprocité dans notre relation. Il y a une différence. Elle a hoché la tête lentement. Je comprends mieux ça maintenant. J'essaie de l'aider à le voir aussi.
Diana s'est avérée la plus résistante à notre dynamique familiale changeante. Quand je lui ai finalement parlé 2 mois après notre confrontation, elle a vacillé entre des excuses larmoyantes et des tentatives subtiles de rétablir les anciens schémas. « Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là pour toi », a-t-elle dit lors de notre rencontre autour d'un café. Je traversais tellement de choses avec ma situation professionnelle et la recherche d'appartements. Tu sais comment l'anxiété m'affecte. Je comprends que tu faisais face à tes propres défis, ai-je reconnu, mais cela ne signifie pas que mon urgence médicale aurait dû être ignorée. Je sais. Elle a soupiré. J'ai travaillé sur le fait d'être moins égocentrique. Mon thérapeute dit que je dois développer plus d'empathie. C'était une nouvelle information. Tu vois un thérapeute? Elle a hoché la tête. Après tout ce qui s'est passé avec la situation de l'appartement, maman a suggéré que je pourrais bénéficier d'une aide professionnelle pour mes problèmes d'anxiété et de gestion financière. C'était un développement inattendu mais bienvenu. Peut-être que le système familial changeait d'une manière que je n'avais pas anticipée. Au fil des semaines, j'ai maintenu le contact avec ma famille, mais avec de nouvelles limites fermement en place. J'ai décliné les invitations qui ne respectaient pas mon temps ou mes besoins. J'ai offert de l'aide quand je pouvais vraiment la fournir sans sacrifice personnel. J'ai exprimé mes sentiments honnêtement plutôt que de ravaler ma déception pour maintenir la paix. Certaines interactions étaient maladroites, d'autres carrément difficiles. Mon père et moi avons eu plusieurs discussions animées avant de parvenir à une entente provisoire. Diana a traversé des cycles de culpabilité, de colère et finalement de respect à contre-cœur pour mes nouvelles limites. Ma mère, étonnamment, est devenue une alliée dans la reconstruction de nos relations familiales sur des bases plus saines. 3 mois après l'éclatement de mon appendice, mon amitié avec Rachel s'est transformée en quelque chose de plus. Notre intérêt commun pour la psychologie et la dynamique familiale avait créé une base de compréhension mutuelle, et nos discussions autour d'un café se sont progressivement transformées en dîner et en sorties le week-end. Je ne m'attendais jamais à trouver une relation à cause de mon appendice, ai-je plaisanté lors d'un de nos premiers rendez-vous. La vie a une étrange façon de faire sortir de bonnes choses des situations difficiles, a-t-elle répondu. Parfois, nous avons besoin d'être brisés pour trouver une meilleure voie. Mon 33e anniversaire est arrivé 4 mois après mon opération. Les années précédentes, j'aurais reçu des appels de pure forme de ma famille et me serais peut-être offert un dîner tranquille seul. Cette année, Marcus et Carlos ont organisé un petit rassemblement dans ma brasserie préférée, avec Jessica, Rachel et plusieurs autres amis se joignant à la célébration. À ma grande surprise, j'ai également reçu un texto de ma mère. Ton père et moi aimerions organiser un dîner de famille pour ton anniversaire ce week-end si tu es disponible. Aucune pression, juste une invitation. L'ancien Bernard aurait immédiatement réarrangé son emploi du temps pour répondre à cette demande. Le nouveau Bernard a vérifié son calendrier, a noté des projets avec Rachel le samedi, et a répondu que le dimanche conviendrait si cela leur allait. Dimanche est parfait, a répondu ma mère. Nous avons hâte. C'était une petite chose, cet échange, mais il représentait un changement fondamental dans notre dynamique familiale. Pour la première fois, mes projets existants étaient reconnus comme valides, mon temps respecté comme précieux. Ce n'était pas tout, mais c'était un début. En soufflant les bougies sur le gâteau que mes amis m'avaient offert en surprise, j'ai fait un vœu silencieux. Pas pour quelque chose de matériel, mais pour la force de continuer ce voyage de découverte de soi et de relations saines. Le chemin à parcourir aurait sans aucun doute des obstacles. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais équipé pour les naviguer sans me perdre en cours de route. Le dîner d'anniversaire du dimanche avec ma famille a marqué un tournant dans notre relation. Ma mère avait préparé mes plats préférés, avec un gâteau au chocolat fait maison qu'elle savait que je préférais à ceux du commerce. Mon père, bien que toujours un peu réservé, a fait l'effort de poser des questions sur mon travail et ma convalescence sans son jugement habituel. Même Diana semblait plus attentive, posant des questions réfléchies sur mes randonnées avec Marcus plutôt que de ramener immédiatement la conversation à ses propres préoccupations. « Nous avons quelque chose pour toi », a dit ma mère après le dîner, faisant glisser un petit paquet emballé sur la table. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de ma remise de diplôme du lycée. Un moment où je m'étais senti sincèrement fier et soutenu par ma famille. Avec elle, il y avait une carte manuscrite de chacun d'eux. La note de ma mère était la plus révélatrice. Bernard, je suis désolé qu'il ait fallu que ton appendice éclate pour que je réalise à quel point je t'ai tenu pour acquis au fil des ans.
J'apprends à être une meilleure mère pour le fils que j'ai déjà. Pas seulement le fils que je pensais que tu devais être. Je t'aime exactement tel que tu es. Je ne prétendrai pas que ce seul dîner a guéri des décennies de schémas dysfonctionnels. Reconstruire notre relation a été un processus lent, souvent difficile. Il y a eu encore des malentendus, des retours occasionnels à d'anciens comportements, et des moments de frustration de tous les côtés. Mais il y avait aussi une nouvelle base d'honnêteté et de respect mutuel qui rendait l'effort valable. Au cours des mois suivants, nous avons établi de nouvelles traditions et attentes. Les dîners du dimanche sont devenus un événement mensuel plutôt qu'une obligation chaque fois qu'il décidait d'appeler. Quand je leur rendais visite, je fixais des délais clairs plutôt que de laisser les choses en suspens. Quand il demandait de l'aide, j'évaluais si je pouvais vraiment la fournir sans ressentiment. Disant parfois oui, offrant parfois des alternatives, disant parfois simplement non. Mon père a progressivement accepté cette nouvelle dynamique, exprimant même une admiration à contre-cœur pour ma capacité à poser des limites lors d'un rare déjeuner en tête-à-tête. « Tu me rappelles mon propre père », a-t-il dit de manière inattendue. Il ne laissait jamais personne lui marcher sur les pieds non plus. Venant de lui, c'était un grand compliment. Le parcours de Diana fut peut-être le plus significatif. Avec le soutien de son thérapeute, elle a commencé à prendre de réelles mesures vers l'indépendance et la responsabilité. Elle a trouvé un emploi stable dans une agence de marketing locale, a appris à gérer ses finances, et a même commencé à rembourser une partie de l'argent que nos parents lui avaient prêté au fil des ans. « J'ai observé comment tu gères les choses », a-t-elle admis lors d'un café 6 mois après notre confrontation. « Tu es si posé, si capable. J'ai toujours ressenti de la rancœur pour ça, mais maintenant j'essaie d'en tirer des leçons. Je ne suis pas toujours aussi posé que j'en ai l'air, lui ai-je dit honnêtement. Je suis juste devenu bon pour demander de l'aide quand j'en ai besoin et pour poser des limites quand il le faut. Ma relation avec Rachel s'est approfondie au fil des mois. Elle comprenait ma dynamique familiale d'une manière que peu d'autres pouvaient, m'aidant à naviguer dans les émotions complexes qui surgissaient à mesure que les schémas changeaient et que de nouvelles attentes se formaient. Quand je l'ai présentée à ma famille à Thanksgiving, 8 mois après l'éclatement de mon appendice, elle a géré leurs questions curieuses et leurs tests occasionnels de limites avec grâce et une douce fermeté. Ils essaient, a-t-elle observé sur le chemin du retour. Ce n'est pas parfait, mais ils font un effort. Parce que je l'ai finalement exigé, ai-je souligné. Oui, a-t-elle convenu. Et parce qu'au fond, ils t'aiment et te veulent dans leur vie. Ils avaient juste besoin d'apprendre à le montrer de manière plus saine. Ma vie professionnelle s'est également transformée. La perspective acquise grâce à ma crise de santé et à ma prise de conscience familiale m'a conduit à réévaluer mes objectifs de carrière. J'aimais toujours l'ingénierie logicielle, mais je ne me sentais plus obligé de travailler des heures excessives pour prouver ma valeur. J'ai commencé à encadrer des développeurs juniors, trouvant une satisfaction inattendue à aider les autres à développer leurs compétences. Ryan, mon manager, a remarqué le changement. « Tu sembles plus présent ces jours-ci », a-t-il commenté lors d'un entretien d'évaluation. Plus engagé mais aussi plus équilibré. Ça te va bien. Lorsqu'un poste de direction s'est ouvert dans notre département 1 an après mon opération, Ryan m'a encouragé à postuler. L'ancien Bernard aurait hésité, doutant de ses qualifications malgré les preuves du contraire. Le nouveau Bernard a reconnu ses forces et ses limites, se présentant honnêtement lors du processus d'entretien. Quand on m'a offert le poste, j'ai eu l'impression que c'était une reconnaissance de qui j'étais vraiment, pas de qui j'avais prétendu être. La mesure la plus significative du changement est venue lors d'un voyage de camping en famille 18 mois après l'éclatement de mon appendice. C'était ma suggestion, un week-end au bord d'un lac où nous avions passé des vacances une fois quand j'étais enfant. À ma grande surprise, tout le monde a accepté avec enthousiasme. Lors de notre dernière soirée, assis autour du feu de camp, ma mère a levé sa tasse de chocolat chaud pour porter un toast. À Bernard, a-t-elle dit, qui nous a appris que parfois, la chose la plus forte qu'une famille puisse faire, c'est de changer. Mon père a hoché la tête en signe d'accord, ajoutant d'une voix bourrue, et à l'appendicite pour nous avoir donné l'électrochoc dont nous avions besoin. Nous avons tous ri, le son résonnant sur l'eau calme du lac. Ce n'était pas une harmonie parfaite, mais c'était une connexion authentique, quelque chose que j'avais cherché auprès de toute ma vie. Plus tard dans la nuit, alors que Rachel et moi marchions le long du rivage sous une voûte d'étoiles, elle m'a demandé si j'avais des regrets sur la façon dont tout s'était déroulé. Je regrette qu'il ait fallu une urgence médicale pour que je reconnaisse ma propre valeur, ai-je répondu après réflexion.
Mais je ne regrette pas d'avoir posé des limites, même si c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Parfois, nous avons besoin d'une crise pour nous montrer ce qui compte vraiment, a-t-elle dit en me serrant la main. La rupture de ton appendice a ouvert ta vie d'une manière qui devait se produire. Elle avait raison. Dans la douleur et l'isolement de cette chambre d'hôpital, en voyant mes amis répondre présents alors que ma famille envoyait des selfies de plage, quelque chose de fondamental avait changé dans ma compréhension des relations. J'avais réalisé que l'amour sans respect est incomplet, que donner sans recevoir est insoutenable, que la famille devrait être une source de soutien, pas d'épuisement constant. Le voyage n'a pas toujours été facile. Il y a encore des jours où de vieux doutes s'insinuent, où je me demande si je mérite de prioriser mes besoins, où le poids des attentes familiales se fait sentir. Mais ces moments deviennent de plus en plus rares à mesure que de nouveaux schémas se solidifient et que des relations plus saines s'épanouissent. Ce que j'ai appris à travers cette expérience, c'est que la vraie force ne se trouve pas dans un accommodement sans fin ou une souffrance silencieuse. Elle se trouve dans le courage de s'affirmer, de nommer ses besoins, d'exiger la réciprocité dans ses relations. Elle se trouve dans la volonté de risquer le rejet plutôt que d'accepter d'être maltraité. Elle se trouve dans le fait de s'aimer assez pour s'éloigner des situations qui vous diminuent, même lorsque ces situations impliquent les personnes qui devraient vous aimer le plus. Parfois, la guérison la plus profonde commence par la rupture la plus douloureuse. L'éclatement de mon appendice a failli me coûter la vie, mais il m'a donné quelque chose d'infiniment précieux en retour, la compréhension que j'ai de l'importance. Pas à cause de ce que je peux faire pour les autres, pas à cause de ce que j'accomplis ou fournis, mais simplement parce que j'existe. Et cette compréhension a fait toute la différence. Si vous avez déjà eu des difficultés avec les relations familiales ou l'établissement de limites, j'espère que mon histoire vous aide à réaliser que vous n'êtes pas seul. Quelqu'un d'autre a-t-il vécu une crise de santé qui a changé sa perspective sur les relations? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Et si cela a résonné en vous, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la recherche de la force à travers les défis de la vie. Rappelez-vous, parfois les conversations les plus difficiles mènent aux connexions les plus significatives. Merci de votre écoute et prenez soin de vous. Votre santé physique et émotionnelle comptent toutes les deux. My thing is ready. Okay, guys, let's not all use our support ults all at once. Damn. How have you guys been? I'm actually playing this game for the first time ever. I'm sorry. You should hop off the game. It's not worth it. Here's something. Stop this vehicle at once. The final 10 seconds. Don't get eaten, guys. Is this guy stupid? Yeah. I knew he was gonna friggin' do that. Everybody needs a hand Go away. Cool. Another epic victory. Wow, guys. GG's. Did they buff Mantis? Why do I have so much fucking healing? Hanky toxic. I know, but it's the thought that matters. Oh my god, I'm like one game away from Lord Captain America. And then I never have to play him ever again. Why is my heals just so much? I hope this Black Panther enjoyed the carry, bruh. He went 10 and 9 with 4 final hits. Everyone but him gets an upvote. Oh, oops. Oh, I'll get a vote. Jesse gets an upvote. Tommy gets an upvote. Oxy gets an upvote. And Lightning gets an upvote. I think you're missing someone. You ever watch that one fish cartoon show? It's like, you get a cupcake? 1, 2, 3, 4. Yes. Yeah, that's what I was doing. You get a cupcake? You get a cupcake? Your hero. And you get a cupcake? Don't forgot. worry, What do I have guys. to do? We have Nibbles
Bibbles. Thank God. That's a Another guaranteed Wow. Jeff player, dude. That's Jeff name shenanigans. Don't worry, Lightning. I will be a tank with you. I am the god of thunder Thank you. and the mightiest avenger. Thank you. Thank you. Whoa. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you. Thank What, you. what is Thank what you. is toxic? That cool banner thing, like icon. What is that? She's cool, but like that. She's also diamond. Oh my God! Diamond. Iron Lightning. The very gates of hell to save Right. Asgard. She was diamond 3. Before you attack, get ready. Now she's diamond 1. But she was diamond 3. Loki lies even to himself. And if you believe him, you are lying to Well, How was your stream? It matters not. Asgard will be mine in the end. The battle starts in 5, 4, 3, 2. All you need to do is catch By the way, everyone, I am Own Duckling Army. I am a content creator that just came back. I'll be streaming every Wow. single day until the 11th. My keyboard's tweaking out. Starting from now to the 11th. I don't know Fix it. what times I'll be It's streaming, but making I'll me be keep streaming going every to single the day. right. Oh, I fixed it. Doing what? I don't know, but yeah. Oh, whoa, whoa. Okay, I'm coming. Oh, thank. I just got fucked. I don't fit in this like that. Yes. They captured the mission area. Asgard returns. Wow, you guys are like constantly 1 HP. Can we like not take so much damage? Bruh. Awaken the rage of Who loads into a game, Oi. instantly goes, yeah, I'm gonna play triple support. Me! I do You that. should play triple support so we can have a winning chance. Yes, I want to go support, I'll go support, don't worry. not duck.